N'ose même pas revenir !» a hurlé mon mari, avec qui je suis mariée depuis 20 ans, en frappant la table du poing. Tout ça parce que je lui ai dit que je voulais aller aider ma petite fille Phil qui s'était cassé la jambe. 20 ans. J'ai suivi son exemple en tout et à la fin. Qu'ai-je obtenu? Où d'autre pourrais-tu aller à part cette maison? Cette fois, je n'ai pas discuté, mais je ne suis pas restée non plus. Il m'a traité d'irrationnelle, a dit que j'exagérais. Il a dit que je ne pouvais pas partir sans sa permission, mais au fond, je le savais. Il ne s'agissait pas seulement de l'enfant, il s'agissait de moi, de revendiquer le droit de prendre des décisions sur ma propre vie. Ce matin-là, je venais de nettoyer la maison de fond en comble. J'accrochais la dernière serviette sur l'étendoir, prête à me préparer une tasse de thé et à m'asseoir pour me reposer, quand le téléphone a sonné. Le nom d'Emma a illuminé l'écran. Mon cœur s'est serré. Ma fille n'est pas du genre à appeler à l'improviste, surtout un après-midi de semaine. Elle travaille comme conseillère d'orientation, toujours pressée, ayant à peine le temps de reprendre son souffle. J'ai immédiatement décroché. « Maman », dit-elle d'une voix inquiète, « Lily s'est blessée à l'école. » Mes doigts se sont engourdis. La tasse a failli me glisser des mains. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-elle? C'est grave? Emma a pris une profonde inspiration. Mais ses mots sortaient toujours précipitamment, tremblants. C'était pendant la journée sportive de l'école. Elle est tombée des barres de suspension. Le médecin dit qu'elle a une fracture de l'avant-bras. On lui a mis un plâtre. Elle va bien maintenant, mais elle doit rester à la maison quelques semaines. Elle n'a pas école. J'ai fermé les yeux. Mes jointures se sont crispées sur le bord du comptoir. Elle a très mal. Emma est restée silencieuse quelques secondes. Quand elle a repris la parole, sa voix était plus douce. Elle n'arrête pas de te réclamer, a-t-elle dit. Si mamie était là, elle me raconterait des histoires jusqu'à ce que je m'endorme. Comme ça, je n'aurais pas si mal. Les yeux me piquaient. Lily était ma seule petite fille, et depuis sa naissance, elle est devenue mon point sensible. Peu importe à quel point j'étais occupée, je prenais toujours du temps pour elle, même si ce n'était qu'un rapide appel vidéo. « Tu as besoin que je vienne ?» ai-je demandé sans hésiter. Je ne voulais pas te déranger. Elle a fait une pause, et quand elle a recommencé à parler, il y avait une pointe d'amertume dans sa voix. Mais je ne peux vraiment pas prendre de congé en ce moment. Les évaluations de fin d'année approchent. Si je manque trop de jours, cela pourrait nuire au renouvellement de mon contrat l'année prochaine. Je comprends. J'ai hoché la tête, même si elle ne pouvait pas le voir. J'arriverai demain matin, ne t'inquiète pas. Dès que j'ai raccroché, je planifiais déjà le trajet dans ma tête et préparais ma valise. Il y avait environ 5 heures de route jusqu'à la maison d'Emma, loin mais faisable. Si je partais tôt, je pourrais arriver avant le déjeuner. Je commençais à sortir des vêtements de l'armoire quand j'ai entendu des pas lourds sur le parquet du salon. La voix de Gérard a suivi, rauque et impatiente, comme toujours. « Qu'est-ce que tu fabriques là-dedans ? Le repas ne va pas se préparer tout seul. » Je me suis retournée pour le regarder, hésitant un instant avant de décider de ne pas tourner autour du pot. Emma a appelé. Lily s'est blessée. Elle s'est cassé le bras. Il s'est approché, les sourcils froncés comme des cordes épaisses. Et alors ? Sa mère ne peut pas s'en occuper ? J'ai répondu à voix basse. Emma est très occupée par son travail. Elle ne peut pas prendre de congé en ce moment. Je prévois d'aller l'aider quelques jours. C'était comme allumer une mèche. Gérard a explosé. « Tu pars ? Et moi alors ? Qui fait la cuisine ? Qui lave le linge ? Qui va me rappeler de prendre mes médicaments ?» Ses poésies étaient rapides et tranchants, comme si j'avais annoncé une croisière de luxe, au lieu de dire que j'allais m'occuper de notre petite fille blessée. « Gérard, c'est ma petite fille. Elle a besoin de moi en ce moment. » « Tu t'en sortiras bien quelques jours. Commande des plats à emporter. Mange quelques plats surgelés. La maison ne va pas s'effondrer sans moi. » Il m'a regardé, abasourdi, comme si je venais d'avouer une infidélité. Ce n'est qu'un bras cassé. Les enfants tombent tout le temps.
Qu'est-ce que ça a de si spécial? J'avais peine à croire les mots qui sortaient de sa bouche. Elle a 9 ans, ai-je dit, la voix tremblante, mais ferme. Et tu es un homme de 68 ans. Si tu ne peux pas survivre quelques jours sans moi, le problème n'est pas mon absence, mais le fait que tu n'as jamais appris à prendre soin de toi. Il a frappé l'accoudoir du fauteuil si fort que le son a résonné. Passe cette porte et ne reviens plus. Je suis restée là, écoutant ses pas furieux retourner au salon, la télévision hurlant alors qu'il augmentait le volume comme dans une sorte de jeu de pouvoir. Mais tout ce que j'entendais, c'était la voix de Lily au téléphone, sanglotant. « Mamie, tu viens vraiment ?» Je me suis assise sur le bord du lit, fixant mon sac de voyage à moitié plein. Et c'est là que j'ai compris. Ces 20 dernières années, je me suis efforcée de maintenir l'illusion d'une famille recomposée. Je cuisinais, je nettoyais, je supportais les sautes d'humeur de Gérard. Je tolérais la froide indifférence de son fils Bruno. J'organisais même ces maudites dîners de Noël comme une sorte de coordinatrice d'événements non rémunérés. Tout ça pour que ce mariage ressemble à un foyer. Mais les seules personnes qui m'ont vraiment considérée comme de la famille étaient Emma et Lily. J'ai regardé les lignes rugueuses sur ma paume, les empreintes d'une vie passée à donner. Tant d'amour, tant d'efforts investis dans tous les autres. Peut-être qu'il était temps de me rendre un peu de cet amour. Peut-être qu'il était temps que je commence à me montrer un peu de respect. Après cette nuit-là, la maison est tombée dans un silence lourd et étouffant. À 6 heures du matin, j'étais déjà réveillée. Le ciel dehors était encore sombre, et toute la maison était si silencieuse qu'on aurait pu entendre une épingle tomber. Je suis descendue sur la pointe des pieds pour préparer un petit déjeuner simple, des œufs brouillés, du pain grillé et une cafetière, du café noir, préféré de Gérard. Je savais qu'il aimait dormir tard, mais je voulais quand même garder le calme avant de partir. Une fois le petit déjeuner servi, je suis retournée à l'étage et j'ai commencé à faire ma valise. Quelques vêtements de rechange, quelques médicaments et une poignée des comptes préférés de Lily. Chaque article soigneusement plié et rangé dans ma valise de voyage. Mes mains étaient délicates, mais mon cœur battait plus fort à chaque mouvement. Juste au moment où je fermais la valise, la porte de la chambre s'est ouverte. Gérard est entré, un nuage d'orage sur le visage. « Tu vas vraiment continuer avec ça ?» Son ton n'était plus aussi en colère que la veille. Il était plus froid, plus tranchant, moqueur. « Tu vas m'abandonner comme ça ?» J'ai pris une profonde inspiration. Je vais m'assurer que tout est prêt pour toi aujourd'hui. Je pars chez Emma ce soir. Lily a besoin de quelqu'un pour s'occuper d'elle. Il a posé sa tasse de café sur la table de chevet avec un cliquetis, durcissant sa voix. On a déjà parlé de ça. Pendant que tu joues à la grand-mère, qui est censé s'occuper de moi? Gérard, je t'ai préparé ton repas et j'ai organisé tes médicaments dans des piluliers journaliers. Tu n'as qu'à les prendre à l'heure. Ma voix s'est restée calme, mais la fermeté sous-jacente était indubitable. Je pars, je dois le faire. Il m'a regardée comme si j'étais devenue quelque chose qu'il ne pouvait plus contrôler, comme une marionnette dont on aurait coupé les fils. Tu vas vraiment me laisser en plan pour une petite blessure de l'enfant de ta fille? Je suis ton mari, Thérèse. As-tu la moindre idée à quel point j'ai eu mal au ventre hier soir? Je l'ai regardé sans ciller. Tu as mangé 3 steaks et bu 2 bières. Tu n'as pas mal au ventre parce que tu es malade, tu as mal parce que tu traites ton corps comme une poubelle. Son visage est devenu rouge comme si je l'avais giflé. Sa voix tremblait de rage. Maintenant tu me réponds? Je ne te réponds pas, ai-je dit d'un ton calme. Je t'explique. Je ne suis pas ton infirmière, je suis une mère. Je suis une grande-mère. Si tu sors par cette porte, a-t-il craché, ne te donne pas la peine de revenir. La tasse de café a volé de la table de chevet et s'est brisée contre le sol. Les fragments de porcelaine ont glissé sur le bois comme de petites accusations aiguës, résonnant dans le calme du matin. Je n'ai pas répondu. Je me suis simplement agenouillée et j'ai ramassé les morceaux un par un, en faisant attention de ne pas me couper.
Il n'a pas dit un mot de plus cette nuit-là. J'ai continué à préparer le dîner. J'ai continué à préparer ses pilules. Il s'est affalé sur le canapé en feignant une toux si forte qu'on aurait dit qu'il était à son dernier souffle. Je l'ai regardé, je me suis essuyé les mains avec un torchon et j'ai demandé « Tu veux que j'appelle le SAMU ?» Il a arrêté de tousser. J'ai fini de laver la vaisselle, j'ai nettoyé les comptoirs et je suis retournée à l'étage de ma valise. J'ai entendu des voix dans le salon. Je n'avais pas fermé la porte. Il parlait au téléphone. Je n'essayais pas d'écouter aux portes, mais les mots m'ont frappé comme des pierres. Elle ne se soucie plus de cette famille. Maintenant, non, tout tourne autour de sa fille. Je suis restée figée derrière la porte. Je te l'ai dit, Bruno, elle n'est ici que pour un toit, pour la stabilité. Je suis tout ce qu'elle a, mais si elle continue comme ça, qu'elle oublie de revenir. Puis j'ai entendu la voix de Bruno, calme, mais claire. Papa, n'ose pas lui laisser un centime de ton argent. Si elle s'enfuit aujourd'hui pour aider sa petite fille, elle va soudainement donner toutes tes économies à sa fille. Tu as raison, ne t'inquiète pas. J'ai tout à mon nom, la maison, les comptes. Elle ne le sait même pas, et honnêtement, si elle ne peut pas le comprendre, pourquoi diable lui ferais-je confiance, pour s'occuper de quoi que ce soit ? Il y avait un ton tranchant et amusé dans sa voix, comme s'il parlait d'une étrangère écervelée, pas de la femme avec qui il avait partagé 20 ans de sa vie. À ce moment-là, quelque chose en moi est devenu froid et silencieux. Je suis retournée dans la chambre et j'ai refermé la fermeture éclair de ma valise. Le son était doux, presque révérencieux, comme si on fermait un cercueil. Ces mots résonnaient dans ma tête encore et encore. C'est ainsi qu'il me voit. Je ne suis pas une partenaire. Je ne suis pas de la famille, juste une assistante à domicile, une gouvernante avec des avantages émotionnels, une femme qui a échangé sa gentillesse et son travail contre l'illusion d'appartenance. L'amour, ça n'a jamais fait partie du marché. À quoi me suis-je vraiment accrochée pendant toutes ces années ? Un endroit où l'on a besoin de moi, mais où l'on ne me respecte jamais. Une maison pleine d'air froid et avec des téléviseurs plus bruyants que les conversations. Un homme qui m'a traitée de trop délicate quand j'étais malade. Un beau-fils qui ne m'a jamais parlé à moins qu'il y ait quelque chose à faire. Un mari qui se vantait de me tenir à l'écart de tous les faits et contes comme si c'était une astuce intelligente, un mariage dans lequel je n'ai jamais été vraiment vue. J'ai soupiré longuement et doucement, et je me suis levée. Dehors, le vent frôlait les vitres de la fenêtre, faisant grincer doucement la porte. On aurait dit que le vent lui-même murmurait « Il est temps de choisir un autre chemin !» J'ai pris le téléphone et j'ai composé un numéro. Quelques secondes plus tard, la voix de Martine est arrivée, encore douce de sommeil. « Thérèse, tu es encore réveillée ?» Je me suis appuyée contre le mur et j'ai murmuré « Je vais chez Emma. Lily est blessée, elle a besoin de moi. » Elle a fait une pause. « Tu veux dire ce soir ? Maintenant ? C'est si sérieux ? » « Oui, j'y pense depuis toute la journée. » Gérard est devenu furieux. Il m'a dit que je ne pouvais pas partir sans sa permission. Ça m'a fait réaliser que ma vie ici a été une blague. Ma voix n'était pas forte, mais elle avait une sorte de fermeté. Je ne veux plus attendre. Lily m'attend. Je ne veux pas me réveiller demain dans cette maison qui semble ne pas avoir le moindre souffle. Il y a eu un bref silence de l'autre côté, puis elle a laissé échapper un petit rire. Enfin, tu contre-attaques. Tu prends une décision pour toi-même et tu n'as besoin de l'approbation de personne pour le faire. Sa voix avait de la chaleur, une certaine fierté et presque du soulagement. Tu ne dois rien à personne. Pars et ne regarde pas en arrière. J'ai hoché la tête, même si elle ne pouvait pas me voir. Une fois que tu seras installée chez Emma, écris-moi, et s'il se passe quoi que ce soit de mon côté, tu seras la première à le savoir. J'ai promis que je le ferai. Quand l'appel s'est terminé, quelque chose en moi s'est senti libéré, comme si on m'avait enlevé un lourd cadenas de la poitrine. Je n'ai pas hésité. J'ai pris les clés de la voiture, j'ai mis mon sac de voyage sur mon épaule et je suis descendue, sans regarder en arrière. Gérard était déjà endormi. Le salon était complètement dans le noir. Je n'ai pas allumé la lumière. Je n'ai laissé aucune note. Ce n'était pas une fuite, c'était une avancée vers les personnes qui comptaient vraiment, vers la version de moi-même que je voulais être.
Je me suis engagée sur l'autoroute. La nuit était claire, la route était longue et droite, comme une invitation ouverte. J'ai allumé la radio. Une chanteuse des années 70 chantait quelque chose de doux mais de puissant. Je n'ai pas pris la peine de changer de station ni de passer des appels. J'ai envoyé un message rapide à Emma. Je serai là demain matin. Et puis j'ai conduit. J'avais pensé au petit visage de Lily, à son bras plâtré et à sa voix dans mon oreille. Mamie, si tu viens, ça ne fera plus mal. Les yeux me brûlaient. Il ne s'agissait pas de s'échapper. Il s'agissait de faire quelque chose de significatif, d'être là pour un enfant qui avait vraiment besoin de moi. 5 heures plus tard, je suis arrivée dans l'allée d'Emma. J'étais fatiguée, mais mon esprit tenait bon. J'ai pris une profonde inspiration d'air frais du matin. La porte d'entrée s'est ouverte violemment presque dès que je me suis garée. Lily est sortie en courant comme un petit oiseau effrayé. « Mamie !» a-t-elle crié, levant son bras plâtré en courant vers moi. J'ai couru vers elle, je me suis accroupie et je l'ai prise dans mes bras. Elle a enfoui son visage dans mon cou, la respiration saccadée, comme si elle craignait que je ne disparaisse à nouveau. « Tu es vraiment venue ?» a-t-elle sangloté, la voix aussi douce qu'une plume. « Maman a dit que tu viendrais, mais je pensais qu'on ne te laisserait peut-être pas. » Mon cœur s'est tordu. Quand mamie dit qu'elle vient, elle vient. Ai-je murmuré en lui tapotant doucement le dos. Et à ce moment précis, j'ai su que j'avais pris la bonne décision. Lily était blottie sur le canapé, son bras gauche enveloppé dans un épais plâtre blanc et son petit visage enfoui sous une couverture arc-en-ciel, rattrapant un repos bien mérité. Je me suis assise à la table de la cuisine, les mains autour d'une tasse de café, lui jetant des regards silencieux de l'autre côté de la pièce, en faisant attention de ne pas perturber la paix rare qui s'était installée dans la maison. Emma était de l'autre côté, gérant un appel professionnel. Son téléphone était appuyé contre la théière, l'écran illuminé par le nom d'un collègue. Elle a écouté en hochant la tête, puis m'a remercié silencieusement des lèvres. J'ai simplement secoué la tête et souri. Ce n'était pas difficile du tout. Comparé aux 20 dernières années, je ne m'étais jamais sentie aussi à l'aise. Le matin de mon arrivée, Emma n'a pas dit grand-chose. Elle m'a simplement serrée dans ses bras, a pris mon sac et m'a conduite à la cuisine. « Café ou thé ?» a-t-elle demandé. « Café, s'il te plaît. » Pendant qu'elle servait, elle a dit « La nuit dernière, elle a à peine dormi. Elle s'est réveillée en pleurant 2 fois. Le médecin dit que nous devons la surveiller de près. Avec des enfants si jeunes, on s'inquiète toujours que les os ne guérissent pas uniformément. » Mon cœur s'est serré. Je m'occuperai d'elle. Toi, va travailler. On se relaiera quand tu rentreras à la maison. Emma m'a tendu la tasse. Merci, maman. Ta présence ici fait toute la différence. Aucune de nous n'est sortie ce jour-là. J'ai aidé Lily à se changer et j'ai mis des oreillers sous son bras pour qu'elle soit à l'aise. Elle a essayé d'être courageuse, retenant ses larmes. Mais quand j'ai ouvert un de ses contes préférés et que j'ai lu quelques pages, j'ai enfin aperçu un léger sourire au coin de ses lèvres. « Mamie » a-t-elle murmuré en se penchant vers moi. « Tu peux vivre ici pour toujours ?» J'ai regardé son front. Ses cils s'étendaient sous la lumière du soleil comme de petites ailes. « Tu veux que je reste ?» ai-je demandé. Elle a hoché la tête. « Quand tu es là, maman n'est pas si stressée et je me sens mieux aussi. » Je n'ai pas pu lui répondre tout de suite parce qu'elle avait raison et parce que ça faisait si longtemps que je ne m'étais pas sentie non seulement nécessaire, mais désirée. Gérard disait souvent qu'il avait besoin de moi, mais il ne me voyait jamais vraiment. Il n'a jamais respecté ce que je lui donnais. Il avait besoin de quelqu'un pour lui donner de la force, pas d'une femme avec des pensées, des émotions et une vie au-delà de son salon. Mais Lily, Emma, elle me faisait me sentir nécessaire. Vue, accueillie, appréciée. Après le déjeuner, Lily s'est allongée près de la fenêtre sur un petit canapé baigné de soleil et j'ai remué une marmite de soupe de potimarron dans la cuisine. La brise extérieure berçait doucement les arbres et le chant des oiseaux filtrait à travers les branches. Emma est entrée et m'a tendu un dessin que Lily avait fait. 3 bonshommes se tenant la main. Au centre, une fille aux joues rebondies avec des lunettes rondes. D'un côté, sa mère.
De l'autre, une femme avec un tablier. Elle a dit que c'est une famille de 3 sous le soleil, a dit Emma avec un sourire. J'ai pris le dessin et quelque chose en moi s'est adouci, comme si mon cœur venait d'être enveloppé dans un tissu chaud. Elle a aussi dit que tu es plus forte qu'un super-héros, a ajouté doucement Emma. Tu disais ça aussi, à côté de moi, faisant une pause avant que sa voix ne s'adoucisse. Maman, si jamais, tu sais, tu veux rester ici pour toujours, ça ne me dérangerait pas. Vraiment. J'ai levé les yeux, surprise. Je ne dis pas que tu dois le faire, a-t-elle ajouté rapidement. Seulement si tu te sens mieux ici, plus en sécurité. Tu n'as plus à t'accrocher à cette autre maison toute seule. J'ai tenu le dessin à 2 mains, regardant par la fenêtre, où le carillon avant se balançait doucement dans la brise, incapable de parler tout de suite. Ce soir-là, j'ai aidé Lily à se laver le visage, à mettre son pyjama, et j'ai appuyé son bras plâtré sur une pile d'oreillers moelleux. « Mamie, m'a-t-elle demandé alors que je l'abordais, tu dormiras ici aussi ce soir ? » « Bien sûr. Dès que ton bras sera guéri, je penserai peut-être à te rendre ta chambre. » Elle a ri. « Mamie, a-t-elle répété, ne cesse pas de venir, d'accord ? » Je me suis penchée et je lui ai déposé un baiser sur le front. « Tant que tu auras besoin de moi, je serai là. » Après qu'elle se soit endormie, je suis sortie en silence. Emma s'était également endormie, encore habillée de sa tenue de travail, blottie dans son lit. J'ai tiré la couverture sur ses épaules avant de retourner dans la chambre d'amis. Allongée là, fixant le plafond, mes pensées fusaient sans arrêt. Et c'est là que j'ai compris. C'était la vie que je voulais. Pas une cuisine impeccable, ni un salon bien organisé, ni un homme qui me servait du café juste pour le dire. Ce que je voulais, c'était que quelqu'un m'appelle maman. Une petite fille qui disait « Ce n'est pas grave si mamie est là. » Je ne suis la servante de personne. Je suis une mère, une grand-mère, une femme encore bien vivante, encore très aimée. Le vent s'infiltrait par la fenêtre ouverte et la nuit m'enveloppait comme une couverture épaisse et chaude. J'ai fermé les yeux et je me suis dit « Il est temps de commencer à penser à vivre dans un nouvel endroit. » Emma était partie travailler et Lily dormait encore à l'étage. Je me suis assise seule à la table de la cuisine tandis que le soleil du matin projetait de longues lignes dorées sur le sol. La maison était si silencieuse qu'elle semblait presque sacrée. Pour la première fois de ma vie, je me sentais en sécurité assise dans la cuisine de quelqu'un d'autre. Il n'y avait aucune exigence ni ordre et hurler. Pas de « Tu as déjà préparé le petit déjeuner ?» ni de « Où sont mes pilules ?» J'ai soulevé avec précaution la tasse de café qu'Emma m'avait laissée, mais avant de pouvoir en prendre une gorgée, mes yeux se sont posés sur une pile de papier qui se trouvait dans un coin de la table. Cela ressemblait au dossier d'Emma. Des reçus, des classeurs, peut-être quelque chose qu'elle avait examiné la veille au soir. J'ai tendu la main et l'ai feuilleté naturellement, puis je me suis arrêtée. Il y avait une photocopie décolorée d'un ancien projet d'accord. Le titre disait « Proposition de gestion d'actifs post-matrimoniaux ». Brouillon. J'ai froncé les sourcils, j'ai continué à lire. Il esquissait une politique de contribution familiale partagée et spécifiait que tous les biens immobiliers et les principaux actifs financiers resteraient sous le nom de leur propriétaire d'origine, avec une note clé. Les droits de succession excluent explicitement la fille biologique de Thérèse et l'un de ses descendants. Plus je lisais, plus mes mains devenaient froides. Gérard ne m'avait jamais laissé m'occuper des finances. Chaque fois que je le lui demandais, il minimisait l'importance en disant « Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. » Et je l'ai cru. Je croyais que nous étions partenaires. Je croyais que ce qui était à lui était aussi à moi. Je croyais qu'il traiterait ma fille comme j'avais bêtement essayé de traiter son fils Bruno. Mais ce document, ce langage, criait ce qu'il n'avait jamais eu la décence de dire à voix haute « Tu n'es rien ». Quand Emma est rentrée à la maison pour le déjeuner, je le lui ai montré. Elle y a jeté un coup d'œil et a laissé échapper un long soupir. « Ça fait longtemps que je veux te le dire, maman. Il est venu ici cette année-là avec Bruno. Il a dit qu'il voulait clarifier les rôles et les responsabilités de chacun, surtout en ce qui concerne le vieillissement et les soins. Mais quand j'ai vu ce document, je l'ai su. Il ne t'a jamais vu comme faisant partie de la famille. » Je l'ai regardé fixement. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit alors ?» La voix d'Emma a baissé.
parce qu'à l'époque, tu ne l'aurais pas entendu. Tu aurais probablement dit quelque chose comme « C'est très prévenant de la part de Gérard de penser à l'avance. » Je ne voulais pas te briser le cœur. J'espérais encore que tu sois heureuse. Je me suis adossée à ma chaise, la tête lancinante. « Maman, a-t-elle dit à voix basse, je voulais te protéger. » Elle a hésité un instant et a ajouté « Martine m'a appelée la semaine dernière. Elle m'a dit que tu devrais parler à un avocat. Elle m'a donné les coordonnées de quelqu'un. » J'ai levé les yeux. Je veux la rencontrer. Cet après-midi-là, Martine m'a retrouvée dans un petit café en périphérie de la ville et m'a passé une carte de visite sur la table. Le café était petit, mais dès que je me suis assise, j'ai senti que le monde s'était ouvert. Martine semblait la même, vive et sensée, mais son ton était plus doux que d'habitude. « Tu l'as enfin dit ?» a souri Thérèse. Elle s'appelle Céline Dubois. Elle travaille depuis plus de 20 ans dans la division des biens et la défense juridique des femmes. C'est la personne qu'il te faut pour ce que tu traverses. Au début, je n'ai même pas regardé la carte. J'ai juste regardé Martine. « Tu te méfiais de Gérard depuis un moment ?» Elle n'a pas menti. « Tu es ma meilleure amie. J'ai vu à quel point tu te sentais épuisée et invisible toutes ces années, mais tu ne voulais pas l'entendre. Et quand on n'est pas prêt à écouter, il n'y a pas grand-chose à dire. » J'ai baissé les yeux. J'ai finalement pris la carte et j'ai hoché la tête. Je suis prête maintenant. 2 jours plus tard, je suis entrée dans le bureau de Céline Dubois. Elle avait la 50aine. Elle portait un tailleur de ton neutre. Elle avait des yeux perçants et une voix ferme. Je lui ai tout raconté. Comment Gérard contrôlait les finances, comment Bruno avait toujours gardé ses distances, comment nous n'avions pas de compte jointe ni de biens en copropriété, comment mon nom n'était jamais apparu sur un seul document important. Elle a pris des notes en silence, puis a fermé son carnet. « Thérèse, d'après ce que vous avez partagé, vous avez le droit de demander la division des biens matrimoniaux. Un mariage de 20 ans avec des responsabilités de soins à long terme vous donne le droit de déposer une réclamation. » Mon cœur battait la chamade. Mais je ne gagnais pas beaucoup d'argent. Je travaillais dans un hôpital, mais après avoir arrêté, je ne faisais que cuisiner, nettoyer, l'emmener à ses rendez-vous médicaux. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Cela s'appelle une contribution, pas un travail non rémunéré. Et oui, les tribunaux le reconnaissent. Je suis restée figée. Personne ne l'avait jamais appelé comme ça avant. Elle a continué. Nous commencerons par un examen des actifs financiers au nom de Gérard, biens immobiliers, investissements, solde des comptes. Ensuite, nous procéderons à l'établissement des droits d'autorisation et à l'estimation de la valeur totale. Je vous aiderai à préserver les preuves et à lancer le processus discrètement, sans déclencher d'alarme. J'ai hoché lentement la tête. Ma voix était calme, mais sûre. Je ne me contenterai plus de miettes. Céline a souri. « Alors, n'attendons plus. Commençons. » Quand j'ai quitté le cabinet, le ciel s'était assombri. Je me suis tenue au coin de la rue, le vent tirant sur l'ourlet de mon manteau. Je ne l'ai pas bien ajusté. Au lieu de cela, j'ai levé les yeux vers le crépuscule qui s'estompait. Et je l'ai su. J'avais passé trop d'années à craindre les conséquences d'être difficile, d'être vue comme l'épouse qui résistait. Alors je suis restée silencieuse et discrète, pensant que c'était plus sûr. Mais j'en avais fini avec ça. Ce n'était pas une rébellion, c'était une reprise de ma dignité. De retour dans ma voiture, j'ai envoyé un seul texto à Emma. J'ai pris une décision. Je vais divorcer de Gérard. Nous venions de dîner ce soir-là. Lily était allée dans sa chambre pour se reposer et Emma était encore dans la cuisine, en train de rincer la vaisselle. Puis, de nulle part, la sonnette a retenti, pas du genre doux. C'était une série de coups forts, rapides, presque violents, qui ressemblaient plus à des poings frappant la porte qu'à une sonnette. Emma s'est figée, le torchon encore à la main. Instinctivement, je me suis dirigée vers la chambre de Lily et j'ai fermé la porte avec précaution avant de me diriger vers l'entrée. Dès que j'ai ouvert, j'ai vu Gérard debout sur le porche, le visage comme un nuage d'orage. Derrière lui, Bruno se tenait les mains dans les poches, l'expression vide. «
Combien de temps comptes-tu te cacher ici ? A demandé Gérard à voix basse, chargé de condescendance. Je n'ai rien dit. Une main reposait sur le cadre de la porte tandis que je le fixais. Ça fait 1 semaine que tu évites mes appels. Tu t'es juste enfui Pas chez un ta fille message, pour jouer à la pas un seul dinette. Sa voix était calme mais chargée de fureur, comme si chaque mot était trempé dans l'essence. Je n'ai pas bronché. J'ai simplement demandé « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Bruno a fait un pas en avant, feignant l'inquiétude. « Papa veut juste parler. Il est inquiet. Ce n'est pas sûr que tu sois ici seul. » J'ai laissé échapper un rire bref et sans humour. Bien sûr, parce qu'être dans une maison avec ma fille et ma petite-fille est clairement plus dangereux que de vivre dans une maison remplie de chantage émotionnel. Gérard a plissé les yeux. Il ne s'attendait pas à ce que je me défende. « Tu as perdu la tête ?» a-t-il grogné. « On est mariés depuis 20 ans et maintenant tu t'en vas comme ça, puis tu engages un avocat dans mon dos pour demander le divorce. » Emma est apparue dans le couloir, s'essuyant les mains sur une serviette. Elle s'est approchée de moi. « C'est ton épouse, Gérard, pas ta domestique, » a-t-elle dit froidement. « Si tu te souciais vraiment d'elle, ne lui aurais-tu pas dit qu'elle ne pouvait pas partir quand sa famille avait besoin d'elle ?» Le visage de Gérard est devenu rouge. C'est quelque chose que j'ai dit dans un moment de colère. Emma n'a pas bronché. Et on en a assez entendu de tes moments de colère au fil des ans. Depuis le jour où tu as rejoint cette famille, tu n'as jamais su montrer de l'affection comme une personne décente. Bruno l'a interrompu, agacé. Ça n'aide pas. Tu essaies juste de compliquer les choses. Mon père ne va pas bien. Tu ne peux pas continuer à le stresser comme ça. Je les ai regardés tous de l'osteux, la voix calme et aiguë. Gérard, je t'ai donné des chances. Je t'ai dit pourquoi je devais partir. J'ai laissé tes repas, tes pilules, je t'ai tout expliqué. Je ne me suis pas volatilisée. Tu as choisi de ne pas m'écouter. Et maintenant tu es ici, pensant que tu peux me forcer à revenir sous ton contrôle. Gérard a tordu la bouche, serré la mâchoire avant d'aboyer. D'accord. Pars si tu veux, mais n'attends pas un centime. La maison, les comptes, tout est à mon nom. Tu ne recevras pas une seule brique. Une porte s'est ouverte en grinçant derrière nous. Lily. J'ai vu ses petits yeux jeter un coup d'œil par l'entrebâillement de la porte, effrayée. Emma s'est retournée rapidement. Lily, ma chérie, ce n'est rien. Retourne te coucher, j'arrive tout de suite. Je me suis retournée vers Gérard, ferme et imperturbable. Ce n'est plus toi qui peux me faire taire. Maintenant, je porte ça devant la justice. Si tu ne veux pas subir plus d'humiliation devant un juge, je te suggère de faire demi-tour et de partir. Bruno a marmonné. Elle a planifié ça depuis le début. Je l'ai regardé d'un regard froid. Comme l'acier. Ne fais pas semblant que c'est pour autre chose que l'argent de ton père. Je ne vous dois rien à aucun de vous deux. Gérard m'a fixé un long moment, les yeux pleins de fureur. Puis il a craché. Tu le regretteras. Il est sorti furieusement du porche. Chaque pas était comme une mine terrestre. Bruno l'a suivi, mais pas avant de se retourner pour me lancer un regard. Quelque chose entre une menace et de la rancune. J'ai fermé la porte derrière eux et j'ai tourné la serrure avec un doux clic. Emma a expiré à côté de moi. « Ça va, maman ?» Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je suis allée dans la chambre de Lily, j'ai allumé la lampe de chevet à faible intensité et je me suis assise à côté d'elle. Elle avait les yeux humides, a-t-elle murmuré. « Il te criait dessus ?» J'ai pris sa petite main et je l'ai serrée doucement. « Non, » ai-je dit à voix basse. Il ne sait tout simplement plus comment me parler, et cette fois, je ne l'ai pas laissé faire. Elle a hoché la tête sans tout comprendre, mais en comprenant assez. « Tu ne pars pas, n'est-ce que pas ?» a-t-elle demandé. J'ai souri et j'ai glissé la couverture sous son menton. Mamie a travaillé très dur pour reprendre sa vie en main. Maintenant que je suis là, ma chérie, je ne vais nulle part. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je me suis assise dans le salon, écoutant les sons doux d'Emma qui rangeait la cuisine et le carillon à vent dehors qui se balançait doucement.
Cela sonnait comme une célébration, comme une liberté. Je n'étais plus la femme qui ravalait ses mots. Gérard a dit que je le regretterais, mais au fond, je savais. Le seul qui devrait avoir des regrets, ce n'était pas moi. Après ce jour, Gérard n'a plus jamais frappé à la porte, mais je savais que ce n'était pas fini. Quelques jours plus tard, Céline m'a appelée. Elle m'a dit que Gérard avait engagé un avocat privé et avait envoyé sa première réponse officielle. Ce n'était pas agressif, mais le ton était clair. Il testait si je bluffais ou si j'étais sérieuse. J'étais assise dans le salon d'Emma, pliant le linge de Lily, pendant que Céline m'expliquait chaque stratégie juridique possible par téléphone. Ils essaieront de vous présenter comme une personne émotionnelle et instable, a-t-elle prévenu d'une voix ferme. Parce que cela facilite la tâche d'un juge pour pencher en faveur de Gérard en ce qui concerne la division des biens, mais nous n'allons pas laisser cela se produire. Sa façon de le dire, calme, ferme, m'a rappelé la voix que j'avais quand je me battais pour les droits de mes patients. À l'hôpital. Ça faisait si longtemps que personne n'avait parlé comme ça pour moi. Cet après-midi-là, Martine m'a emmenée à un forum sur les droits des femmes qui se tenait dans la salle communautaire de la bibliothèque du centre-ville. Au début, je ne voulais pas y aller. Je n'étais pas habituée à parler de mes affaires personnelles en public et je pensais que je n'avais rien à dire, qui n'ait déjà été dit des centaines de fois. Mais une fois assise là, entourée de femmes d'âge mûr, dont les visages me semblaient à la fois étranges et familiers, j'ai commencé à voir mon passé se refléter en moi, couche après couche de douleur. Certaines ont parlé de la façon dont elles étaient traitées comme des partenaires de fait, plutôt que comme des épouses. D'autres ont partagé des histoires sur la façon dont elles ont été affectées financièrement après la mort de leur mari, réalisant qu'elles n'avaient aucun droit légal sur leur maison. Une femme a parlé de ses enfants adultes qui la traitaient comme une nounou gratuite et un distributeur de billets ambulants. Plus j'écoutais, plus ma gorge se serrait. Martine s'est penchée et m'a tendu un mouchoir avec un sourire chaleureux. « Tu veux partager ton histoire ?» Au début, j'ai secoué la tête. Mais ensuite, l'animateur s'est adressé au groupe et a demandé « Quelqu'un veut-il parler de ce qu'il traverse en ce moment ?» Je me suis levée. Au début, ma voix tremblait, mais je me suis forcée à me tenir droite. Je m'appelle Thérèse, j'ai 65 ans, je suis mariée à mon mari actuel depuis 20 ans. Je me suis occupée de presque tout à la maison parce qu'il n'a jamais engagé d'aide. Il n'en avait pas besoin, il m'avait. Quelques femmes ont ri et ont hoché la tête en signe de reconnaissance. Je ne me suis jamais plainte, même quand son fils m'ignorait, même quand mon nom n'était jamais apparu sur aucun compte. Je croyais que c'était ça, être mariée. J'ai fait une pause. J'ai pris une profonde inspiration. Puis ma petite fille s'est cassé le bras et j'ai décidé d'aller m'occuper d'elle. Il m'a regardée et m'a dit « Si tu sors par cette porte, ne reviens plus. » À ce moment-là, j'ai réalisé « Je ne suis pas un meuble, je ne suis pas un élément secondaire dans sa vie. Je suis une mère, je suis une grand-mère et je suis moi-même. » La pièce était devenue silencieuse. Puis, les applaudissements ont éclaté et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas pleuré. J'ai souri d'un endroit profond, honnête et vivant. En rentrant à la maison, Emma et moi avons commencé à organiser mes dossiers financiers. Nous avons contacté les banques, retracé les transactions et rassemblé tous les comptes partagés auxquels j'aurais pu être liée, même passivement. Céline a émis une lettre formelle exigeant le gel partiel des comptes et un examen complet de ses actifs. « Vous n'avez pas renoncé à vos droits », m'a-t-elle rappelé. « Ils ne peuvent pas vous effacer. » Juste à temps, Gérard a envoyé une note manuscrite, incluse dans la réponse de son avocat. 2 pages. Elle commençait par « Tu es folle » et se terminait par « Tu es une ingrate ». La dernière ligne disait « Tu avais une vie meilleure que la plupart des femmes. Pourquoi ne peux-tu pas t'en contenter ?» J'ai plié la lettre et j'ai laissé échapper un rire court et amer. Emma l'a lu et a dit « C'est ça le problème. Il croit que tout ce que tu avais était un cadeau de sa part. » J'ai hoché la tête. Et c'est pourquoi je dois lui prouver que je ne mendie pas, je réclame ce qui m'est dû. Ce soir-là, j'ai ouvert mon carnet et j'ai commencé à rédiger un testament.
Le nom de Gérard n'y figurait pas. J'ai écrit les noms d'Emma et de Lily. J'ai sélectionné leur part et j'ai laissé le reste au refuge pour femmes locales et au programme médical bénévole où j'avais travaillé autrefois. Je voulais laisser une empreinte claire de la vie que j'ai vécue, non pas comme l'épouse de quelqu'un, non pas comme la belle-mère de quelqu'un, mais comme une femme qui a choisi de réécrire son histoire. Quand j'ai fermé le carnet, le carillon avant près de la fenêtre dehors, observant les délicates pièces de métal danser dans la brise. Plus personne ne contrôlait mes fenêtres. Personne ne me disait ce que je pouvais ou ne pouvais pas décider. Pour la première fois, je ne devais rien à personne. Ce jour-là, je suis retournée chez Gérard pour la dernière fois. Je n'ai pas apporté grand-chose, juste les documents légaux, l'autorisation écrite de Céline et une simple liste que j'avais faite, des objets personnels que j'avais encore là-bas. Céline a proposé de venir avec moi, mais j'ai refusé. J'ai besoin de faire ça moi-même, lui ai-je dit. Je veux qu'il voie la femme qu'il ne peut plus contrôler. La maison semblait la même. Le porche était bien rangé, la pelouse bien entretenue comme toujours. Mais à mesure que je m'approchais, plus rien de tout cela ne me semblait être un foyer. J'ai sonné, la porte s'est ouverte quelques secondes plus tard. Gérard était là, dans une chemise en flanelle délavée, le visage dur comme de la pierre. Il n'a pas dit un mot. Je lui ai tendu la lettre. « Je viens chercher mes affaires. » Il a regardé le papier, mais ne l'a pas pris. Au lieu de cela, il s'est écarté et a marmonné. Je suis passée, je n'ai pas perdu la tête. Je suis montée directement dans la chambre où j'avais dormi pendant 20 ans. La literie était différente maintenant, des tons froids, des textures modernes. Sans doute le goût de la femme de Bruno. J'ai emballé le peu qui me restait. Quelques vêtements, un album photo, 2 vieux carnets, de mes jours d'infirmière et une petite boîte en bois. Puis j'ai ramassé la seule chose dans la maison qui était vraiment à moi. Une photo d'Emma enfant, gardée dans le tiroir de la table de chevet. Quand je suis descendue, Gérard était debout dans la cuisine, le dos tourné vers moi. J'ai posé mon sac près de la porte et j'ai dit calmement. Je déposerai les papiers du divorce la semaine prochaine. Mon avocate s'occupera du processus. Il ne s'est pas retourné. Ça doit être génial de vivre avec ta fille. Tout est fait pour toi. Aucune responsabilité. Je n'avais pas prévu de répondre à ça, mais j'ai fait un pas en avant quand même. Je ne me fais pas entretenir, Gérard. Je m'occupe de ma petite fille, ma famille me respecte. C'est quelque chose que je n'ai jamais reçu ici, juste des ordres et des reproches. Il s'est tourné vers moi, le regard fatigué et en colère. Bruno ne vient même plus. Il dit que j'ai laissé ça devenir un cirque. Il dit que je suis une honte. J'ai hoché la tête. Parce que cette maison n'est plus ta scène. Tu n'avais rien contre le fait que les femmes se taisent. Maintenant, tu as juste peur qu'on commence à parler. Il s'est appuyé sur le comptoir et a souri avec mépris. Tu crois que tu auras la vie facile maintenant ? Tu quittes ce mariage sans rien. Cette maison, c'est moi qui l'ai payée, ses comptes, mon nom. Qu'est-ce que tu crois que tu emportes ? J'ai soulevé le sac, je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit clairement, juste ce que je mérite. Et toi, tu perds la seule chose, quelque chose que tu n'as jamais su apprécier. Je n'ai pas attendu sa réponse. J'ai ouvert la porte et je suis sortie au soleil. Il m'a frappé le visage si fort que ça me brûlait les yeux, non pas de tristesse, mais parce que la liberté avait mis trop de temps à m'atteindre. Cet après-midi-là, j'ai signé les papiers du divorce. Céline a placé une petite languette rose sur la page de signature. Quand vous serez prête, nous le déposerons demain. J'ai posé le stylo après la dernière signature. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai dit « Déposez-le ». J'ai loué un appartement d'une pièce à seulement 10 minutes de la maison d'Emma. La fenêtre donnait sur le parc. Lily adorait les balançoires. Le jour du déménagement, elle m'a aidé à décorer la cuisine en collant des autocollants partout. Elle a insisté pour coller son affiche « Bienvenue à la maison ». Mamie sur le réfrigérateur. Elle y est toujours. Un dessin de nous trois, elle, Emma et moi, nous tenant la main sous un arbre. Au-dessus de nous, en lettres de crayon de cire brillante, on peut lire « Maison ». Quelques jours plus tard, Bruno a appelé. J'ai failli ne pas répondre. Mais je l'ai fait. « Thérèse,
a-t-il dit avec une politesse excessive. Mon père ne va pas bien. Le médecin dit que sa tension est incontrôlable. Pourrais-tu venir le voir? Je suis restée silencieuse un bon moment. Puis j'ai répondu calmement. Ce n'est pas ma responsabilité. J'ai déjà demandé le divorce. Il a fait une pause. Tu as vraiment changé. Oui, ai-je dit. J'ai enfin compris quoi et qui mérite mon temps. J'ai raccroché, je suis allée à la cuisine et je me suis servi de la soupe de maïs sucrée dans un bol. Emma venait de rentrer du travail et Lily finissait ses devoirs à la table de la salle à manger. L'endroit était petit, simple, mais chaque coin vibrait de vie et de rire, sans ordre, sans contrôle. Personne pour dire « tu dois m'écouter ». Ceci, c'était la maison où j'avais toujours voulu revenir. Le jour où le décret de divorce est devenu officiel, le ciel était étonnamment clair. Je ne portais pas de couleur sombre, je ne portais pas de tristesse. Au lieu de cela, j'ai mis le pull vert pâle qu'Emma m'avait offert. Dès que je suis entrée dans le hall du tribunal, Céline m'a souri et a dit « On dirait que vous allez à une célébration pour moi. » « Oui, ai-je répondu. Cette célébration s'appelle le redémarrage de ma propre vie. L'audience elle-même a été étonnamment simple. Gérard ne s'est pas présenté en personne. Son avocat est venu en son nom, n'a rien dit, a juste signé les documents et je n'ai rien senti. Aucune pitié, aucune nostalgie. Pendant 20 ans, je n'avais jamais manqué un repas, une visite chez le médecin ou une réunion de Noël. Maintenant, la seule chose que je faisais était de m'éloigner légalement d'un système qui m'épuisait. Quand le juge a confirmé la décision, c'était officiel, on m'a accordé la part qui me revenait du patrimoine conjugal. Cela comprenait une partie de la retraite de Gérard, ma moitié du solde du compte joint et une partie des revenus locatifs d'une propriété au nom de Gérard pour les 3 prochaines années. Je n'étais pas gourmande, je récupérais simplement ce qui m'était dû. En sortant du tribunal, la lumière du soleil m'a baigné le visage. Je ne portais pas de lunettes de soleil, je n'ai pas baissé les yeux. Céline a demandé « Alors, maintenant quoi ?» J'ai souri. Je réécris mon testament. Elle a cligné des yeux et a hoché la tête. Compris. Je connais la personne qu'il vous faut pour vous aider avec ça. Plus tard cette semaine-là, je me suis assise à la table en bois de la salle à manger de ma nouvelle maison avec un modèle de testament vierge étalé devant moi. Dehors, par la fenêtre, le parc était illuminé par la lumière du crépuscule. J'ai vu Lily courir sur la pelouse après l'école. On lui avait enlevé son plâtre, et bien qu'elle se déplaçait avec une certaine prudence, ses pas étaient plus légers et plus libres. Alors que son rire parvenait par la fenêtre ouverte, j'ai commencé à écrire, ligne par ligne. Tous mes actifs en espèces seront divisés équitablement entre Emma et Lily. Ma part des revenus locatifs de la propriété sera exclusivement destinée à Emma. Le paiement de mon assurance vie sera placé dans une fiducie pour Lily, auquel elle pourra accéder à sa majorité. Tous les livres, objets de collection et effets personnels seront laissés à Emma pour qu'elle les gère. Les actifs restants seront donnés au refuge pour femmes de Westby et au fonds de santé communautaire de Saint-Georges. Quand j'ai signé mon nom, à la fin, j'ai senti une quiétude rare en moi. J'avais l'habitude de laisser les autres prendre les décisions sur où était ma maison, comment je devais gérer l'argent, qui s'occuperait de mes affaires quand je ne serais plus là. Mais maintenant, c'était enfin mon tour. Emma était sur le canapé, épluchant une pomme, m'observant tandis que je glissais les documents dans un dossier. « Maman, a-t-elle dit, tu n'as pas peur? Je veux dire, d'être seule maintenant. » Je me suis tournée vers elle et j'ai répondu avec sincérité. « Si, mais ce qui me fait le plus peur, c'est de retourner à une vie où j'attendais chaque jour que quelqu'un me dise « Tu as la permission. » Elle m'a donné une tranche de pomme. « Et maintenant quoi? Tu penses rester près de nous? » « Oh !» et je souris. J'ai postulé pour une place de bénévole au centre de santé infantile de la ville. La formation commence la semaine prochaine. Ses yeux se sont agrandis. « Tu retournes à l'infirmerie ?» J'ai secoué la tête. Je ne retourne pas en arrière, j'avance, juste d'une manière différente. Ils cherchent notre retraité diplômé
pour animer des ateliers sur la santé et faire des examens. L'horaire était flexible. Je peux toujours aller chercher Lily à l'école. Elle a hoché la tête, les yeux embués. Je suis si fière de toi. Lily et moi avons fait un petit marché. Les mercredis après-midi seraient désormais le temps de mamie. Cette semaine-là, nous sommes allés à la bibliothèque. Elle a choisi un livre illustré et m'a demandé de le lire à voix haute. Au milieu de la lecture, elle m'a regardée et m'a demandé « Mamie, est-ce que ça veut dire que personne ne pourra plus jamais te forcer à partir ?» J'ai fait une pause d'1 seconde, puis j'ai souri en passant une main dans ses cheveux. Mamie a maintenant sa propre maison, son propre travail et ses propres règles. Ce soir-là, j'ai placé le testament dans une boîte sur l'étagère supérieure de la bibliothèque et je l'ai étiqueté. Écrit en l'an où la liberté a commencé. Je n'ai pas regardé en arrière. Ce que j'ai laissé derrière moi n'avait plus besoin de moi. Ce qui m'attendait, c'était à moi de l'écrire. L'automne était arrivé et la brise qui s'infiltrait par les fentes des fenêtres apportait un air frais. J'étais debout près de la cuisinière, remuant une marmite de soupe de potimarron. La cuisine était chaude et parfumée. Lily était assise à la table de la salle à manger, écrivant dans son cahier, quand elle a levé les yeux et a demandé « Mamie, on fait une dinde pour le grand repas ?» « Bien sûr que oui, » ai-je souri. « Mais cette année, c'est toi qui t'occupes de la purée. » Elle a plissé le nez. « Alors je vais avoir besoin d'un tablier, ou maman va me gronder. » Emma est entrée juste à temps pour entendre ça, a posé ses clés et a dit « Je ne te gronde que lorsque tu ne te laves pas les mains avant de voler des tranches de pommes. » La cuisine était remplie de vapeur, d'épices et du genre de sons qui adoucissent le cœur. Des caresses douces, des assiettes qui tintent le rythme chaleureux, de l'amour quotidien. C'était la vie à laquelle je voulais m'accrocher. Simple, pleine de vie et d'affection mutuelle. Juste au moment où nous mettions la table pour le dîner, la sonnette a retenti. Je me suis essuyé les mains avec une serviette et je me suis dirigée vers la porte d'entrée, supposant qu'il s'agissait d'une livraison de colis. Au moment où je l'ai ouverte, je suis restée figée. Gérard était debout sur le porche, enveloppé dans un lourd manteau, les cheveux plus gris et plus désordonnés que dans mon souvenir. Ses yeux agités de cette manière familière et agitée. Il ne portait rien. Il n'a pas dit bonjour. Il m'a simplement regardé comme s'il y avait des milliers de choses qu'il voulait dire, mais ne pouvait en dire une seule. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» ai-je demandé calmement. « Tu as déménagé il y a un moment et je... » Sa voix s'est éteinte, le regard baissé et les doigts légèrement tremblants. « Je voulais juste voir si tu allais bien. » Je n'ai pas répondu immédiatement. Je me suis écartée, mais je ne l'ai pas invité à entrer. Il a levé les yeux, la voix plus basse que d'habitude. « Y a-t-il vraiment une possibilité de revenir comme avant ?» Je l'ai regardé un long moment, laissant la question s'installer entre nous. « Gérard, nous sommes divorcés. Qu'est-ce que tu espères trouver ici exactement ?» Il a grimacé comme s'il ne s'était pas préparé à l'honnêteté. « Tu as vécu dans cette maison pendant tant d'années. Je continue de penser que tu devrais encore... » « Devrais quoi ?» ai-je interrompu d'une voix sereine. « Continuer à cuisiner, à laver ton linge, à récupérer tes médicaments, à te rappeler d'aller chez le médecin. Comme si je te le devais. » Sa bouche s'est légèrement ouverte, mais aucun mot n'est sorti. « Je ne t'ai pas trahi, Gérard, » ai-je continué. « J'ai quitté quelqu'un qui ne m'a jamais apprécié. C'est la décision la plus claire que j'ai jamais prise dans ma vie. » Il a tourné la tête comme si quelque chose l'avait frappé en plein poitrine. Et puis le silence est arrivé. Le genre de silence qui suit la première fissure dans un lac gelé depuis longtemps. C'est juste que je vieillis. Je ne sais plus quoi faire, a-t-il finalement dit, la voix tremblante, comme un homme perdu dans sa propre vie. J'ai respiré lentement et j'ai hoché la tête. « Alors tu devrais appeler ton médecin, ou tes amis, ou Bruno. Mais pas moi. » Quelque chose a brillé dans ses yeux. Du ressentiment, de la tristesse, mais il ne s'est pas défendu. « Tu es vraiment heureuse maintenant ?»
a-t-il demandé. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit clairement et sincèrement « Oui, je le suis ». Gérard a hoché lentement la tête. En se retournant pour descendre les escaliers, ses mouvements étaient un peu instables. Je ne l'ai pas accompagné à la sortie. Je suis restée un moment à la porte, le regardant monter dans sa voiture et descendre la rue, le moteur s'éteignant au coin. Quand j'ai finalement fermé la porte, j'ai eu l'impression de sceller une fenêtre qui était restée ouverte pendant 20 ans et qui n'avait plus besoin de le rester. Quelques jours plus tard, j'ai officiellement commencé mon travail de bénévole au centre de santé infantile de la ville. 2 jours par semaine, j'aidais aux examens médicaux de base et je dirigeais un programme appelé « La classe de mamie », où j'enseignais aux jeunes enfants les bases des soins personnels, de l'alimentation saine et de la conscience émotionnelle. Ce premier matin, debout devant une salle de classe remplie d'élèves de CP parfaitement assis, j'ai ressenti une pointe de nervosité. Mais à la fin de cette première session, en observant ces petits visages curieux, avec leurs mains avides levées pour poser des questions, quelque chose en moi a expiré profondément parce que j'ai réalisé que je n'avais pas perdu ma valeur. J'avais juste trouvé un endroit où ma voix était enfin entendue. Ce grand repas d'automne, nous n'avons invité personne d'autre, juste nous 3, Emma, Lily et moi. Nous avons mis la table avec 3 couverts. Sur le mur, à côté de la table de la salle à manger, nous avons scotché le dessin au crayon de Lily, la famille sous le soleil, celui où nous nous tenons tous la main sous un ciel jaune vif. Quand nous avons levé nos verres, Lily a dit solennellement « Je suis très reconnaissante que mamie soit toujours là. » Je l'ai regardée, puis Emma, et j'ai dit à voix basse « Je suis très reconnaissante que pour une fois, on ne m'utilise pas seulement pour maintenir une vie unie, mais qu'on m'invite vraiment à en faire partie. » Après le dîner, Lily s'est retournée à ses crayons de cire pendant qu'Emma et moi nettoyions la cuisine. J'ai mis la main dans le placard et j'ai sorti la boîte étiquetée, celle qui contenait mon testament mis à jour, les directives médicales et les cartes de contact d'urgence. Je la lui ai tendue. « Maman, qu'est-ce que c'est ?» a-t-elle demandé. « C'est mon plan, » ai-je dit après une pause. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre prenne des décisions pour moi après. Je veux te laisser quelque chose de clair et de simple, et peut-être même un peu d'espace. Elle n'a pas pris la boîte, elle a plutôt pris ma main. « Tu n'as jamais été un fardeau, » a-t-elle dit d'une voix douce mais ferme. « Tu as toujours été un exemple. » J'ai souri, clignant des yeux pour retenir la chaleur dans mes yeux. Ce soir-là, je me suis assise seule sur le balcon, regardant les lampadaires s'allumer. L'un après l'autre, le carillon avant de la porte a émis un doux son métallique. J'ai baissé les yeux et j'ai vu un nouvel autocollant que Lily avait ajouté. Il disait « Les mains de mamie ne te lâchent jamais ». J'ai tendu la main et j'ai parcouru les bords de l'autocollant avec mes doigts, murmurant « C'est vrai, ma chérie. Pas cette fois. Cette fois, je n'allais pas me lâcher. Parce que cette vie, ce chapitre, cette voix, cette maison m'appartenaient enfin.